Bonjour à tous, je suis Céline, j'ai 50 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy et je reprends aujourd'hui ma série de vidéos. Alors j'avais un peu lâché, j'avoue, ces derniers temps parce que déjà j'étais très occupée ici à mon cabinet et en extérieur et en même temps je reprends une formation sur la thérapie cognitive avec Harvard Online et ça me prend pas mal de temps mais j'avais déjà fait la formation sur l'autisme et la détection de l'autisme il y a quelques années avec eux et ça m'avait vraiment plu, ça m'avait ajouté déjà des compétences hein, puisque des fois j'interviens notamment en ESAT et ça avait ajouté, je vais dire, un petit peu de piment à ma vie, sans compter que je suis quelqu'un qui ne peut pas se passer d'apprendre. Je suis, je crois, une éternelle étudiante à l'école de la vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet. Alors, il y a Maëlys qui m'a écrit dernièrement. Alors, elle m'a écrit 2 ou 3 fois. Bon, je réponds à Maëlys et notamment sur ce sujet encore des personnes jalouses. Alors, à mon cabinet, je rencontre beaucoup de gens qui me disent, voilà, dans ma famille, dans ma belle famille, dans mon entourage, dans mes amis, il y a des personnes qui me dénigrent, qui me critiquent, et pourtant, je ressens bien qu'elles sont jalouses de moi. Comment ça se fait? Peut-on dénigrer quelqu'un et être en même temps jalouse de cette personne? Eh bien oui, effectivement, j'ai envie de dire que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, Effectivement, c'est parce qu'elles sont jalouses qu'elles vont vous dénigrer pour essayer de se rassurer. Je rentre dans le vif du sujet et je vais vous donner 6 raisons pour lesquelles certaines personnes sont jalouses, soit de votre physique, soit de votre situation, soit de vos concrétisations, de vos projets, de tout ce que vous mettez en place peut-être, je ne sais, peut-être dans le milieu professionnel, dans le monde des loisirs, dans la famille, dans votre vie d'homme, de femme, de père, de mère, etc. Peut-être que vous voyagez, les gens sont jaloux, certaines personnes vous jalousent pour ça, peut-être que vous avez un moyen très concret d'exprimer vos talents, peut-être que vous chantez, que vous écrivez, que vous dansez, je ne sais, que vous jouez du piano et ça insupporte quelqu'un, ça insupporte certains. Et on est ici dans le cadre de cette jalousie qui vous paraît toujours injuste, injustifiée, etc. Donc, voici quelques raisons pour lesquelles certaines personnes qui vous critiquent, qui vous rabaissent, qui vous dénigrent sont pourtant jalouses et envieuses de vous. Alors, ce n'est pas un sujet léger, mais souvent, vous n'êtes pas très intéressé par les sujets légers, justement, le bonheur, etc. Et souvent, vous cherchez à résoudre vos écueils. C'est pour ça que je fais principalement des vidéos sur ces personnes, des fois qui vous empoisonnent la vie, qui sont toxiques, sur des personnes jalouses ou ceux qui peuvent se mettre vraiment en travers de vos projets et de votre chemin, de votre appel parfois. Donc, première chose, les gens sont jaloux, certaines personnes dans ton entourage sont jalouses, jaloux de toi. Pourquoi? Parce que tu incarnes peut-être ce qu'elles n'osent pas devenir. Donc, je me rappelle, il y a des années, je l'ai raconté dans mon livre Voyage en self-love. À l'époque, j'étais dans la communication et le journalisme et moitié dans le coaching. C'était avant la bascule vers la thérapie, la sophrologie, etc. Et donc, je venais d'interviewer une personne sur les Champs-Élysées, un présentateur célèbre. Et c'est vrai que j'étais jeune journaliste. J'étais donc assez excitée par cette rencontre et par le fait de pouvoir associer mon nom de plume à cette personne célèbre. Et d'ailleurs, après, j'ai interviewé d'autres personnes. Donc, j'avais 2 parties dans mon book. Donc, une partie qui était vraiment sur le fait religieux, sur la philosophie, sur l'environnement. Et puis, un autre book qui était un peu plus, je ne vais pas dire people, parce qu'on est quand même des gens intellectuels, c'est pas vraiment des pure people, mais en tout cas des célébrités que j'avais pu interviewer, côtoyer, etc. dans le cadre de mon travail. Donc, je croise une personne, j'ai raconté dans mon livre, hein,
En sortant de ce lieu situé sur les Champs-Élysées, je tombe nez à nez avec une amie de lycée. Et là, quand je vous parle de ça, je devais avoir presque 30 ans, hein. Et donc, cette amie de lycée me demande ce que je fais là aussi tard, toute seule le soir. Donc, j'explique. Et là, elle me dit, mais comment se fait-ce? Comment c'est possible? Toi qui étais une petite étudiante qui faisait des sondages et maintenant tu veux me faire croire que tu es journaliste, que tu fais ce métier, que tu côtoies des célébrités. Mais comment c'est possible? Comment tu as pu en arriver là? Mais positivement. Donc dans sa tête, j'étais un genre de faire-valoir. J'étais restée la fille qui, pendant ses longues études, faisait des sondages voilà, pour gagner sa vie, pour payer son logement étudiant, etc. Alors qu'elle, elle travaillait déjà dans une grande compagnie en tant qu'assistante, etc., puisqu'elle avait fait des études courtes. Et donc, son but, c'était pas de faire des grandes études, c'était pas d'être en quête de soi, c'était plutôt pouvoir être autonome rapidement, comme les gens qui choisissent des études plus courtes. Et donc, cette fille-là a commencé à développer, alors qu'on était très copines au lycée, après, au début de nos études, etc., a commencé à développer une jalousie presque maladive envers moi. Elle n'a pas accepté que son faire-valoir ait des projets dans la vie et décide d'aller au-delà de sa situation. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, notamment quand j'ai travaillé en point écoute jeunesse et que j'étais assistante de psychologue. Et ben, j'ai rencontré après des gens qui m'ont dit, mais alors maintenant tu as ton cabinet, alors tu étais assistante et maintenant tu as ton propre cabinet. Bah oui, mais en même temps, en attendant, il y a des années, peut-être 7 ou 8 ans de formation derrière, il y a une licence en spiritualité, il y a un certificat en sophrologie, un certificat en psychothérapie, etc. Et puis tous les week-ends, pendant 8 ou 9 ans, occupés par des formations, etc., de l'apprentissage. Donc tout le monde n'a pas le courage de suivre un apprentissage et de se sortir de sa situation, de se sortir de là où il est. Et parfois, ça peut être mal vu. Une petite assistante qui va monter sa boîte, par exemple, ça peut être mal vu, ça peut entraîner de la jalousie et surtout ça peut casser le cadre par rapport à ses amis, à ses proches. Eh bien, jusqu'ici, elle était inférieure à moi parce que souvent ils vous prennent pour un faire-valoir. Et maintenant, alors ça y est, elle est chef d'entreprise. Donc je la vois, c'est pas qu'elle est, mais je la vois comme supérieure. Donc tu incarnes ce que ces personnes n'osent pas devenir. Tu es le reflet de leur potentiel abandonné, laissé en friche. La deuxième raison, c'est que ta liberté les dérange. Tu ne suis plus le troupeau et ça se voit et ça casse leurs repères rassurants. Alors, j'étais horripilée les premières années. Je me suis mise à mon compte dans la communication relationnelle en 99, quelques années avant de repartir à la fac, de réétudier, etc. Mais j'ai toujours travaillé, hein, j'ai toujours travaillé au moins à mi-temps. J'étais en hôpital, j'étais en service de fin de vie et à côté, je faisais des études. Et puis l'après-midi, j'étais à la bibliothèque du Solchoir, etc. J'arrêtais pas de travailler en fait, hein. C'est pas quelque chose de facile. Mais cette liberté que tu as, par exemple, quand tu es freelance ou quand tu changes d'emploi pour un emploi plus cool, plus terrain, des fois, ou un emploi où tu voyages, elle peut être perçue comme euh, quelque chose qui va rompre un cadre. Et là, j'étais horripilée par ça. Mes premières années à mon compte, tout le monde, alors à part mes parents et peut-être ma meilleure amie, tout le monde me disait quand est-ce que tu vas laisser tomber, quand est-ce que tu vas te radier pour trouver un CDI, pour trouver un mari, pour trouver un appartement, quand est-ce que tu vas te mettre à vivre comme tout le monde. Alors, j'ai par exemple une amie qui a décidé d'aller vivre dans une yourte. Donc elle a tout laissé tomber, son CDI, etc. Et puis elle travaille dans une yourte. Donc elle a acheté un terrain, il y a une yourte dessus, elle vit dans la yourte. Alors bon, tout le monde n'est pas fait pour ça, hein, ça je vous l'accorde. Et elle fait des illustrations. Donc elle travaille à distance, elle fait des illustrations. Tous les jours elle va à la poste, elle les envoie, etc. Voilà, c'est son mode de vie. Et cette fille, elle est mais décriée parce qu'elle est originale, parce qu'elle est libre. On la laisse pas en paix, on la laisse pas vivre.
Donc elle s'est retirée du monde pour travailler à distance et vivre dans la nature et dans sa yourte. Mais dès qu'on l'appelle, et elle me dit, mais dès que mes autres amis m'appellent, dès que mes parents m'appellent, dès que ma famille m'appelle, c'est toujours quand est-ce que tu vas revendre ton terrain, laisser tomber ta yourte et revenir à Paris, reprendre un CDI. Donc vous voyez, la liberté, ta liberté les dérange. Tu ne suis pas le troupeau, ça se voit, et tu casses les repères rassurants. Parce que beaucoup de gens n'osent pas faire, mais se disent, bah, je fais comme tout le monde, métro, boulot, dodo. Ensuite, ces personnes qui sont jalouses, mais qui te dénigrent, elles confondent ta lumière avec une menace. C'est comme si parce qu'on te donne, parce que l'univers te donne, parce que la vie te donne, parce que tu t'es donné les moyens de changer de vie, par exemple, c'est comme si ta lumière devenait une menace pour elles. C'est comme s'il n'y avait pas assez de lumière pour tout le monde et elles t'en veulent d'être lumineuse, de faire ce qui te plaît, de répondre à ton appel et de donner du sens à ta vie. Ensuite, la quatrième raison, c'est que bien souvent, ces personnes projettent leurs insécurités sur toi. Donc, elles rabaissent toutes tes concrétisations, tous tes projets aboutis. Elles disent, ah, elle a été aidée, c'est facile pour elle, peut-être elle a touché à un héritage, ou elle a des mécènes, elle est aidée, etc. Ou ce qu'elle a fait, c'est pas exceptionnel. Moi aussi, si je m'y mets dur, je peux faire la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire la même chose que les gens, mais qu'on n'a pas vraiment les capacités ou qu'on n'a pas l'appel, qu'on ne possède pas cet appel-là? Donc, par exemple, mes premières études, j'ai une amie qui a voulu faire exactement la même chose que moi, alors que ce n'était pas son appel. Donc là où les gens mettent 6 ans ou 7 ans à obtenir le diplôme, elle a mis 18 ans. Vous imaginez 18 ans consacrés d'énergie, être étudiante. 18 ans pour obtenir finalement un doctorat dans un domaine qui n'est pas très recherché, avec lequel on ne peut pas faire grand-chose, qui donne un métier très structuré, très statique au bout. 18 ans au lieu de 6-7 ans, disons. Pourquoi? Pour suivre l'appel de quelqu'un d'autre. Donc ça ne marche pas très bien. Autre exemple, j'en ai parlé dans mon livre, quelqu'un comme ça qui est dans le domaine de l'art, et puis qui est un peu le dernier de la classe parce que finalement, c'est pas son truc. Il a été impressionné par la plaquette, une belle plaquette d'une école d'art, par exemple, payante, hors de prix, et il va se dire à un moment donné, bah voilà, je vais me mettre malade pendant 3 semaines, et puis je vais travailler comme un fou sur un projet récompensé, par exemple, je ne sais, un concours ou quelque chose comme ça, et il va tout pomper sur quelqu'un d'autre, et finalement arriver à avoir une place décente à ce concours, et donc il est content parce que ça lui prouve qu'il peut faire comme les autres, qu'il y est arrivé avec beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrance, etc. Mais il y est arrivé. Et puis qu'est-ce qui se passe derrière quand on va être repéré dans ce genre de concours? Et bien, normalement, dans le prix ou dans voilà, les modalités, il y a peut-être des magazines qui vous contactent, il y a peut-être des gens qui vous proposent du travail, et derrière, ça ne suit plus du tout. Et c'est la catastrophe, et c'est un syndrome de l'imposteur sur 20 ans. Donc, est-ce que ça valait le coup, franchement, de faire ce que font des gens dont on est jaloux? Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien intégrer. Ces personnes-là, elles sont dans le marasme. Les gens qui vous dénigrent, mais qui veulent tout faire comme vous et qui vous jalousent, elles sont dans le marasme. C'est pas possible, elles n'ont pas trouvé leur appel. Il faut les encadrer, il faut les aider, il faut les encourager à ça. Il faut prier pour elles, il faut leur envoyer des bonnes ondes et des bénédictions plutôt que de vous mettre à les détester. Et en même temps, alors j'ai un autre exemple de quelqu'un qui jusqu'au bout de sa vie est arrivé à détester une autre personne. Et elle a consacré les dernières heures de sa vie à écrire une lettre de haine. Une lettre de haine à tous les gens. Alors elle a écrit à tous les gens qui l'avaient, je ne sais pas, tous les gens dont elle était jalouse peut-être. Elle leur a écrit une lettre d'insultes, etc. Disons qu'elle avait plusieurs chevaux de bataille, c'était des gens dont elle était jalouse,
Et jusqu'à la fin, vous imaginez, elle a engagé son dernier souffle à écrire des lettres d'insultes aux gens avant de partir. Alors, vous voyez jusqu'où peut aller la jalousie. C'est terrible, c'est triste. C'est vraiment, on se rend compte que l'humanité, parfois, c'est vraiment désopilant et navrant. Donc, alors je redresse un petit peu mon téléphone. Donc, vous voyez, euh, certaines personnes pourraient dire oui, ça m'a froissé, j'ai reçu une lettre d'insulte, etc., de cette personne qui maintenant est décédée, qui a engagé ses dernières heures. Et ce que je dis à ces gens, c'est attendez, vous vous rendez compte? Cette personne, jusqu'au bout de sa vie, était obsédée par vous, obsédée par vos réussites, obsédée par tout ce que vous aviez et qu'elle n'avait pas. Et elle a préféré plutôt que de s'occuper de ses proches, qu'elle aimait probablement et qu'il aimait peut-être, je ne sais, elle a préféré utiliser son dernier souffle pour encore vous l'accorder et consacrer un sentiment à vous. Vous consacrez un sentiment. Donc en réalité, c'est plutôt une situation, j'ai envie de dire, gratifiante que quelqu'un pense à vous et vous envie jusqu'à son dernier souffle. Vous imaginez à quel point des fois l'humain peut être étrange et peut avoir un ego, parce que normalement pour avoir travaillé en service de fin de vie, je peux vous dire que ça compte pas du tout ça, hein, à la fin. Tout ce qui compte à la fin, c'est l'amour qu'on a reçu, l'amour qu'on a donné, les bons souvenirs, les belles choses qu'on a faites. Est-ce que notre vie avait du sens? C'est ça qui compte. Donc la personne qui en est à insulter d'autres personnes lors de ces dernières minutes, à écrire des lettres d'insultes à tout le monde, etc., vous imaginez à quel point cette personne a dû sentir qu'elle avait raté sa vie, à quel point cette personne a probablement filé là, dans le bas astral, à un petit niveau, elle est peut-être même encore là, toujours. Vous savez, c'est comme dans Ghost, cet homme sur le quai de métro qui n'est pas passé, qui n'est pas allé vers la lumière. Bon, ces gens-là, il faut prier pour eux. Hein. Ensuite, les personnes donc jalouses comme ça, elles projettent leur insécurité sur toi. Ton existence remet en cause leur identité profonde. Alors, effectivement, par exemple, je cite dans mon livre l'exemple de deux amies. Et donc, toutes les deux sont arrivées à vivre dans leur ville de rêve. Une dans le sud, alors c'est pas pareil, bien entendu, que celle qui est dans le nord. Une dans le sud, une dans le nord. Une dans une belle ville du nord et une dans une belle ville du sud. Et celle qui déménage dans le sud n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais travaillé, elle a toujours été mariée, elle s'est occupée des enfants, alors que l'autre était autonome, elle a des enfants aussi, elle est mariée, elle travaille, etc. Mais elle a toujours vu celle qui va vivre dans le sud comme quelqu'un de moindre importance parce qu'elle ne travaillait pas et qu'elle était mère au foyer. Et là, qu'est-ce qui se passe? La fille qui était mère au foyer décide maintenant que les enfants sont grands et qu'elle peut reprendre des études, trouver un poste, etc. Elle ouvre une agence immobilière. Son mari était déjà dans l'immobilier, donc il l'a aidée, etc. Il lui a expliqué beaucoup de choses, elle a eu son diplôme, elle ouvre une agence dans le sud. Et elle poste des photos. Et celle qui était dans le nord et qui a eu exactement tout ce qu'elle voulait aussi, donc qui devrait être heureuse, commence à revoir son rêve à elle, sa ville de rêve à la baisse. Et elle dit l'autre dans le sud, elle côtoie les Porsche à chaque coin de rue, comment elle dit, les couloirs de nage en marbre dans les belles demeures, dans les beaux hôtels, etc. Alors que moi, je suis dans une ville du Nord où il fait froid, où les gens sont plus populaires, etc. Et son rêve commence à lui peser. Vous comprenez? Donc il y a une jalousie qui se met en marche. Pourquoi? Parce que l'existence de son ami vient remettre en cause son joli rêve et son identité en même temps. D'un seul coup, elle ne veut plus être cette fille simple et populaire qui vit dans le nord, dans une ville qui la branche. D'un seul coup, elle veut être celle qui est allée dans le sud, qui a monté sa boîte, etc. Il y a une blessure narcissique là-dedans.
Ensuite, euh, on peut dire aussi que euh, beaucoup de gens veulent obtenir ce que vous avez. Hein, pour ceux qui m'écrivent, telle personne est jalouse, etc. Ces personnes-là veulent obtenir ce que vous avez sans en payer le prix. Alors, je sais par exemple, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, excusez-moi, je remets tout ça en place parce que j'ai pas mal de gens dans mon entourage euh, qui me disent, tu as, waouh, Céline, tu as de la chance, tu n'as pas d'employeur depuis 99. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai eu des périodes où je suis allée travailler et puis en tant que consultante, je suis en entreprise de temps à autre et je me plie. Je me plie aux équipes, hein, je fais pas non plus. J'ai un statut privilégié par rapport aux équipes parce que je suis pas là pour longtemps et je suis là pour une mission précise. Mais bien sûr, je me plie aux horaires, etc. Je suis pas un électron libre. Hein. Je dépends quand même de quelqu'un qui m'a engagé sur contrat, donc sur un bon de commande. Euh, Ces personnes me disent, oui, tu as beaucoup de chance, toi, tu as une grande maison, tu es à ton compte, tu es libre, tu peux voyager. Oui, mais tout ça a un coût et c'est le coût de l'insécurité, c'est-à-dire qu'il y a des bons mois et puis il y a des mois plus difficiles. Je ne suis pas en entreprise et j'ai une liberté, mais du coup, j'ai pas de collègues de travail avec qui je pourrais entretenir, je ne sais pas, une relation sympathique, etc. J'ai des clients, j'ai une vie et une relation très cordiale à mes clients. Mes clients, mes clientes, ça se passe très bien. Mais vous voyez souvent, des fois, quand je dis, ah bah oui, mais moi j'ai mon URSSAF à payer, j'ai ça, etc. Là, les gens disent, ah, moi j'aimerais pas faire tout ça, avoir toutes ces contraintes. Et effectivement, beaucoup de personnes jalouses veulent ce que tu as sans en payer le prix. Alors que faire? Le rejet que ces personnes-là te témoignent est égal à ce qu'elles n'ont pas fait dans la vie, au manque en réalité. Et c'est une forme de réaction admirative, cette jalousie. Mais elles ne veulent pas reconnaître consciemment, elles ne veulent pas conscientiser le fait qu'elles t'admirent. Donc, ne vous fâchez pas quand quelqu'un vous envie, quand quelqu'un vous copie. Ça fait partie du prix à payer pour avoir réussi votre vie et pour avoir suivi votre appel, avoir une vie pleine de sens. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.